vous proposons d'écouter dans un instant le romancier et journaliste Éric Fotorino, ancien directeur du journal Le Monde et auteur de nombreux romans parus aux éditions Gallimard, parmi lesquels Mon enfant, ma sœur, Caresse de rouge, Korsakov, 17 ans, Baiser de cinéma. Il était invité jeudi 3 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche autour de la parution chez Gallimard de son nouveau roman Des gens sensibles, un récit intime aux accents autobiographiques dans lequel l'auteur offre une plongée dans l'univers littéraire de la fin du XXe siècle sur fond de drame algérien et de foi immense dans le pouvoir des mots. Un roman qui fait étonnamment écho à l'actualité et à l'arrestation de Boualem Sansal. La rencontre était animée par Jean-Antoine Loiseau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de retrouver Éric Fotorino. C'est un long compagnonnage, je suis vos livres depuis maintenant assez longtemps quand même. Nous étions, il se trouve, il y a un an à Metz. Dans le cadre du Festival du Livre, nous avions une rencontre avec Boualem Sansal. Et si j'en parle, c'est que votre livre, donc votre tout nouveau roman, Des gens sensibles, j'ai envie de dire, est percuté, si je puis dire, par tout ce qui se passe, bien sûr, avec Boualem Sansal. Vous ne l'aviez pas prévu, bien évidemment. Enfin, donc, Des gens sensibles, c'est votre tout dernier roman aux éditions Gallimard. Dire, Éric Fotorino, que vous êtes né à Nice. Voilà, ça c'est pour la biographie. Auteur de nombreux romans qui sont parus aux éditions Gallimard. Auparavant, chez Fayard, chez Stock, j'en parle parce que le roman nous ramène, j'ai envie de dire, à la fin des années 90, un petit peu dans cette période-là. C'est un grand hommage à la littérature, à l'écriture, mais aussi une histoire, on va en parler, qui vous touche de près, puisqu'il y a au sein du roman, en effet, une dimension, j'ai envie de dire, intime, personnelle, qui est la recherche du père. Enfin voilà, cette question qui est au cœur de vos précédents romans également. Pas tous, mais vous aviez publié Caresse de rouge, Korsakov, Baiser de cinéma, Chevrotine, Mohican et Mon enfant, ma sœur. Et vous avez reçu notamment le prix Femina, le prix des libraires et le grand prix des lectrices de Elle. Alors, Des gens sensibles, donc votre nouveau roman, nous plonge, je le disais, un roman ambitieux parce que je trouve qu'il est à la fois hommage à la littérature, mais c'est aussi un roman sur les rapports. Des gens sensibles, c'est en effet le titre, une sorte de mise en abîme du roman, du premier roman publié, que cherche à publier Jean Foscolani, qui est le personnage central du roman. Un livre peut-être que vous portez depuis longtemps ou qui, je sais pas, quel a été le déclencheur de l'écriture de ce très beau roman, Éric Fotorino? Alors oui, Jean-Antoine, merci. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se parle de romans. Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Merci d'être venus si nombreux cet après-midi. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, Des gens sensibles, en fait, c'est un trio, on va en parler, et c'est un texte, pour tout vous dire, que j'ai commencé à écrire précisément au printemps de l'an 2000. Donc, vous voyez, il y a des textes quelquefois qui viennent de loin et qui mettent du temps. Et non pas, vous voyez, c'est un texte assez court, assez serré, assez dense, mais j'ai mis du temps à ne pas l'écrire, en fait, dans la mesure où il évoquait au départ, en fait, une histoire très forte que j'avais vécue avec deux personnages très particuliers quand je commençais à écrire, une attachée de presse. Alors, dans le monde de l'édition, on connaît les attachés de presse. Dans attaché de presse, dans cette expression, on s'attache au mot presse, mais moi je me suis attaché au mot attaché parce que c'est quelqu'un qui tout d'un coup s'attache à votre texte, s'attache à vous, et on a eu un compagnonnage avec cette attachée de presse très intense. Et puis, elle défendait aussi un autre écrivain beaucoup plus chevronné que moi, qui était un écrivain algérien. Et donc, pendant une petite année, on a formé une sorte de trio inséparable. Et la vie a fait que l'un et l'autre, successivement, ont disparu. Et que je me suis retrouvé comme orphelin d'une histoire. J'ai eu l'impression que c'était des météores qui étaient passés dans ma vie et qu'ils avaient déposé en moi quelque chose de très très puissant. Donc j'ai commencé à écrire donc au printemps 2000, une fois que je les avais perdus, et l'un et l'autre. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas réussi à continuer. C'est-à-dire que ce texte, que je trouvais très fort au début, c'est comme si quand je poursuivais, alors j'aurais pu écrire des pages et des pages, c'est pas ça la question, mais je n'arrivais plus à retrouver l'intensité première
de cette histoire. Et donc, du coup, un peu comme un enfant malade, je le visitais régulièrement sans pouvoir le guérir. Et donc, ça a pris 25 ans avant qu'à un moment donné, dans des circonstances qu'on pourra raconter, j'ai pu redémarrer, exactement en 2018, vous voyez. Et je l'ai vraiment terminé après un épisode qui s'est passé en 2023. Et je l'ai donné à mon éditeur 15 jours avant l'arrestation de Boualem Sansal, ce qui évidemment a créé ce qu'on peut appeler une synchronicité, puisqu'il est déjà question de l'Algérie. Voilà. Alors, peut-être on peut le dire maintenant, parce que j'ai peur qu'on oublie après, c'est des circonstances qu'on pourrait raconter, justement, l'histoire justement de la publication du livre, comment vous êtes arrivé finalement avec un événement de que vous en fait, il y a eu... Donc, tous les étés, moi, j'ai quelques manuscrits malades dans mes tiroirs. Donc, quelquefois, vaut mieux pas qu'ils soient publiés parce que ça va pas. Mais il y a quelque chose. Quelquefois, vous savez, il suffit de sauver une phrase. C'est un peu comme une étincelle ou une braise. À un moment donné, vous allez peut-être l'enflammer et puis il va se passer un grand feu. Mais j'ai des textes comme ça que j'aime beaucoup, mais ils sont bancals et ça va pas. Donc, je les publie pas. Et je n'arrive pas non plus à leur redonner quelque chose j'arrive pas à les repêcher. Donc, j'en écris d'autres. Et donc ce texte, voilà, c'est souvent l'été, je relis et puis je vois ce qui peut faire un roman, ce qu'il est urgent de ne pas publier, etc. Et là, en 2018, il m'est arrivé quelque chose d'assez... Enfin, je suis tombé de vélo. Un ami, le pauvre, m'a fait tomber. Je dis le pauvre parce qu'il s'en évolue beaucoup. Je me suis cassé le bras, j'ai été assez handicapé et il me restait quand même ma main gauche. Et allez savoir pourquoi, complètement immobilisé avec cette main gauche qui n'est pas ma main pour l'écriture, même si aujourd'hui, comme vous savez, on n'écrit plus, on tape. J'ai relu ce texte et allez savoir pourquoi ça a continué comme je l'espérais depuis tellement d'années. Et donc, je suis allé presque au bout. Enfin, en tout cas, j'ai continué les 50 premières pages que j'avais écrites en l'an 2000. Je les ai poursuivis sans qu'on ait l'impression qu'il y avait une rupture, quoi. C'était vraiment la continuité de cette histoire. Et donc, quand j'ai vu ça, avec ces 5 doigts, même pas 5 doigts, pour être très honnête, 2-3 doigts, oui, le pouce, mais et donc j'ai continué, jusqu'à un moment donné où il y avait une scène très importante que je voulais écrire, qui se passait à Tanger. Et je n'étais jamais de ma vie allé à Tanger. Et mon père, Maurice, m'avait souvent parlé de Tanger. Et donc je savais que lui, il avait une histoire à Tanger quand il était jeune homme avec un oncle, qu'il aimait cette ville et tout. Alors moi, il m'est beaucoup arrivé, parmi tous mes romans, d'écrire des romans dans lesquels je décris un lieu très bien, sans que j'y sois jamais allé. Et ça ne me gêne pas. Ça m'a quelquefois créé des malentendus, comme je me souviens d'un livre qui s'appelle Un territoire fragile, qui se passe à Bergen, en Norvège, où je suis jamais allé. Et un jour, l'ambassade des Pays-Bas m'a demandé de venir faire une conférence sur l'âme norvégienne que j'avais si bien captée. Je leur ai dit, je suis désolé, parce que donc l'imposture a tout de suite été démasquée. Mais là, j'avais quand même envie d'aller à Tanger pour voir. Et puis pour respirer, je sais pas, j'imaginais le lieu où l'Atlantique et la Méditerranée se rejoignent, s'affrontent. J'imaginais des couleurs, j'imaginais cette ville internationale. Bon. Et donc, comme je ne vais pas à Tanger à ce moment-là, que je suis en quête d'une sœur, que c'est une autre saga que j'ai fini par retrouver, et donc ça a été mon enfant, ma sœur, il y a maintenant 3 ans. Donc j'arrête de nouveau l'écriture, dans 2018, et c'est seulement en 2023 que je vais à Tanger. Et donc, j'y passe une semaine, et bien sûr, je marche, j'essaie de m'imprégner de cette ville, de son ambiance. Mais je dois finir mon livre sur cette sœur, et du coup, je n'ai terminé vraiment formellement ce récit qu'à la fin, on est en mars 2025, et ben qu'à la fin 2024, voilà. Peut-être que le fait d'être allé à Tanger a peut-être aussi fait bouger un peu les lignes, a peut-être déclenché quelque chose. Enfin, peut-être que ça a déposé en vous. Oui, parce que, disons que mon père m'avait souvent parlé de Tanger, et donc j'en avais une idée, mais encore une fois, j'avais envie de voir, de respirer, quoi. Il y a des moments où on a envie de respirer un lieu, et là c'était le cas, des couleurs, des ambiances, quoi, voilà. Et donc une fois que je suis rentré de Tanger,
voilà, je suis reparti pour le terminer, et je l'ai cette fois bien terminé. Et après, il y a eu ce travail que je fais toujours sur mes textes. Je crois que j'en ai même déjà parlé ici quelques fois. C'est-à-dire qu'il doit faire 150, 160 pages. Il en faisait 250. Mais donc, toujours serré. Une centaine de pages, vous avez laqué. Oui, ouais. oui. Et comme toujours, c'est sans douleur. Au contraire, c'est toujours presque un bonheur de se dire, bon, maintenant que j'ai tout écrit, tout posé, on va resserrer pour que le lecteur n'ait à lire que les choses qui me paraissent essentielles. Vous pensez que j'ai une question qui me vient en tête, mais l'activité de journaliste que vous avez aussi depuis toujours, aussi parallèlement, est aussi dans le travail sur les textes. Peut-être vous, c'est possible. Sur la synthèse, sur le côté, je sais pas. C'est possible. C'est possible parce que quand on fait du journalisme de papier, parce que sur le numérique on peut écrire ce qu'on veut, mais il y a toujours une longueur. Moi j'aime bien la contrainte. Je trouve que c'est de la contrainte, toujours le paradoxe que naît une certaine liberté. Et pour moi, écrire un livre de 200 pages, s'il doit faire 150, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, je suis obsédé à l'idée d'enlever ce que j'ai déjà dit en mieux, ce qui ne paraît pas être très intéressant, ce qui me paraît plus faible. Et ça, au contraire, je traque ça. Alors, effectivement, dans le journalisme, on coupe toujours. On a toujours tendance à couper. Et pour moi, c'est vraiment une manière aussi de servir le texte. Et après, de penser. C'est le seul moment, je dois dire, quand je fais ce travail, où je pense vraiment à vous, c'est-à-dire je pense vraiment au lecteur. Jusque-là, je ne pense jamais au lecteur. Je pense à l'histoire, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui m'obsède dedans, comment c'est juste, comment ça sonne juste, comme un instrument, on l'accorde, l'écriture, il faut l'accorder. Mais une fois que j'ai fait ce travail, pour moi, il est évident que je sais que j'arrive dans la phase où il va être dans le regard de mon éditeur et puis évidemment du public. Donc là, oui, il y a ce travail de réduction, j'allais dire, très fort. Cette activité solitaire dans sa bulle, citation de Patrick Modiano, que vous avez placée en épigraphe du livre, un extrait de Encre sympathique. Je continue à ne parler à personne. C'est d'ailleurs dans cette espèce de chambre noire de la solitude qu'il faut que je voie vivre mes livres avant de les écrire. Oui, c'est une très belle. Moi, je me souviens de ce texte. Enfin, bon, moi, j'ai été bercé à l'écriture de Modiano depuis que j'ai 18 ans, donc ça veut dire presque depuis 50 ans. Et donc, c'est vrai que cette simplicité de l'écriture, une écriture qui ne fait pas d'effet, qui ne cherche pas à vous dire « regardez comme j'écris bien », c'est le plus dur à obtenir. Parce qu'il y a une forme d'humilité et aussi une forme de générosité. C'est-à-dire c'est ce moment où on se dit oui, des phrases ronflantes ou tout ça, c'est bien, mais est-ce que le lecteur, il ne va pas se dire que c'est boursouflé et qu'il va perdre peut-être le fil le plus important sur lequel on veut tirer une histoire? Et donc c'est vrai que c'est un livre. Est-ce qu'il y avait peut-être chez vous, je ne sais pas, Éric Fotorino, ce désir de se replonger peut-être dans finalement la jeunesse d'un écrivain, enfin des premiers pas en littérature, recherche d'un éditeur, puis retrouver finalement un pari littéraire, puisque bon là, voilà, à travers le personnage de Clara. Ouais. Alors, comment répondre à ça? Parce qu'au début, comme je vous rappelle, quand je commence ça il y a 25 ans, non. Quand je commence ça il y a 25 ans, je veux raconter une histoire qui est encore toute vibrante. Qui est vraiment même une histoire de perte, une histoire assez douloureuse. Mais 25 ans plus tard, par la force des choses, je me replonge, le temps a passé, on est passé du 20e au 21e siècle. Je ne sais pas, parmi vous, ceux à partir de quand vous vous êtes dit le siècle dernier, c'était le 20e? Il y a eu un moment, avant, il y a encore eu un moment dans les années 2000 et quelques, pour nous, le siècle d'avant, c'était le 19e, pas le 20e. Et puis à un moment donné, il y a une bascule un peu insensible, on ne sait pas. Et là, évidemment, maintenant, je le publie au moment du premier quart du 21e siècle. Donc forcément, le temps a agi sur moi. Je ne suis pas le même que quand j'ai commencé ce texte. Et lui-même n'est pas le même que lorsque je l'ai commencé. Donc, évidemment, peut-être que quand je l'ai repris déjà en 2018, le temps ayant déjà beaucoup passé, j'ai dû me replonger dans ce qu'était ce milieu, dans ce que c'était la perception de la littérature en France dans les années 90. Et vous voyez, il y a 30 ans, 35 ans, c'était différent. Ça ne veut pas dire qu'il y avait Ombre Blanche, il y avait des livres, et il y avait des lecteurs et des auteurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y avait dans
l'idée que la littérature, il y avait du panache. Je dis pas qu'il y en a plus aujourd'hui. Je veux pas dire, voilà, c'était mieux avant. C'est pas ça. Mais il y avait une sorte de croyance encore en quelque chose, et notamment que la littérature était plus grande que la vie, qu'elle avait, en tout cas c'est ce que pense mon héros, et je suis pas loin de penser comme lui, c'était que il y avait un mystère et un secret dans la littérature qui faisait que des auteurs écrivaient des romans et que des lecteurs allaient chercher dans ces romans quelque chose de mystérieux qui les dépassait, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui les emmenait ailleurs. Et je crois qu'il y avait une sorte de sacralisation de la littérature qui, je pense, est moins forte aujourd'hui. Parce qu'on ne lit plus de la même manière, on ne se concentre plus de la même manière, qu'il y a des livres partout, qu'il y a des livres qui ne sont pas des livres, il y a des écritures qui ne sont pas des écritures. Voilà. Et donc, pour moi, à travers ces deux personnages que sont Saïd et Clara, elle, l'attaché de presse, lui, l'écrivain algérien poursuivi par les islamistes, qui sont tous les deux désespérés. J'allais dire, l'un va se suicider au champagne, l'une, et l'autre au whisky. Mais ils ont ensemble une vision tellement extraordinaire de la littérature que le jeune auteur qui les côtoie, Jean Foscolani, il est complètement, c'est contagieux, il est complètement imprégné de cette espérance qu'ils ont, alors qu'ils sont des gens désespérés. S'ils gardent quelque chose de l'espérance, c'est dans les histoires et c'est dans la fiction. Alors un personnage quand même central de Clara qui est quand même une très flamboyante. Peut-être tu peux me permettre de lire juste un extrait, c'est au début. Hein. C'est un peu son portrait. Donc c'est alors écriture à la première personne, ça on en parlera peut-être ensuite parce que le choix de. Donc elle s'appelle Clara. Clara était mon aînée d'une bonne quinzaine d'années. Ce qui frappait dans son visage, c'était la blessure, les cernes gonflées de mauvais sommeil, de pas de sommeil du tout. Le passage des alcools et des nuits sans repos, du champagne, beaucoup de champagne, et des insomnies, des trahisons, des fidélités déçues. Des mauvais souvenirs qu'elle matraquait de bulles millésimées. Clara avait été sublime. Ce qui survivait de son éclat était bouleversant. Cela vous prenait là, au creux du ventre, et vous serrait jusqu'à la gorge, de voir son air espiègle et sombre à la fois, au bord de la détresse par instant, et de l'entendre se battre pour imposer ses auteurs. Elle tournait en rond dans ses petites jupes légères et colorées qu'elle portait au-dessus du genou. Plantée sur ses longues jambes fuselées de collants noirs, même en été, elle martelait le sol de ses talons, trépignant, impatiente. Le cœur de Clara ne battait que pour la littérature. Elle ne cherchait pas à plaire, encore moins à séduire. Elle était belle d'avoir renoncé à l'être. Ceux qui lui résistaient, elle les fusillait du regard ou de sa langue de feu avant de décrocher un de ces sourires aux dents étincelantes qui raflaient la mise. Chaque fois qu'elle m'offrirait une coupe de champagne pour fêter une bonne nouvelle, une belle critique dans un journal, ses prunelles azur pétilleraient. Le champagne avait été inventé pour ses yeux. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est le personnage de Clara qui est en effet... Parce que le livre est en effet, ça donne envie de lire ou de relire, en plus énormément de titres qui sont cités par elle. Ah oui, bien sûr. Clara, c'était... alors évidemment c'est un roman et j'insiste là-dessus parce que c'est beaucoup l'imaginaire qui a relayé, surtout avec le temps, mais je me suis inspiré de cette femme je pense avoir reconnu qui c'était. Enfin, bon, oui, certains l'ont connue bien sûr. Bon, il y a une phrase que j'ai rajoutée, que vous avez lue, c'était « Elle était belle d'avoir renoncé à l'être ». Parce que c'était ça, c'est-à-dire qu'elle ne cherchait pas à séduire, mais vous la regardiez et il y avait quelque chose de tellement, comment j'allais dire, flamboyant, bien sûr, mais je cherchais magnétique. Voilà, il y avait quelque chose de magnétique chez elle. Et vous croisiez son regard et il se passait quelque chose. Et donc, lorsqu'elle m'invitait chez elle, par exemple, et que j'habitais dans la banlieue, donc elle me disait « Tu vas dormir chez moi », donc je n'ai quasiment pas le choix. Et je dormais dans ce qu'elle appelait la chambre aux livres. Et la chambre aux livres, c'était une chambre, il y avait des livres, mais partout. Mais alors, n'imaginez pas une bibliothèque bien rangée comme ici. Il y avait des bouquins partout, y compris sur le lit. Donc, il fallait enlever, j'allais pas dire des tonnes de livres, mais des livres et des livres avant de pouvoir tirer la couette. Hein. Et donc, je trouvais des livres dédicacés de Georges Semprin, de James Baldwin. Parce que quand Baldwin venait à Paris, il allait se torcher dans les cafés de Montparnasse, dans les bars de Montparnasse, avec elle.
Il ne voulait pas aller sans elle. Et donc, évidemment, pourquoi ce trio va se former de façon aussi intense? C'est qu'elle, donc, elle ne vit que par la littérature, elle ne dort pas. Elle appelle ses auteurs, elle appelle Foscolani le matin avant 7 heures du matin, et il n'en revient pas que quelqu'un l'appelle avant 7 heures du matin. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de portable, il n'y a pas Internet, donc c'est le téléphone qui sonne chez lui. Et elle décroche, elle a déjà une voix tonique, il est 6h45, et il dit « mais tu dors pas ?» Elle dit « mais moi je dors vite ». Alors ça veut dire de dormir vite. Et donc elle passe ses nuits en fait sur un fauteuil au milieu de son salon à fumer, à boire ce qu'il faut, mais surtout à dépioter les épreuves de tous les livres qui vont paraître. Donc elle lit tout. Et donc les critiques littéraires l'appellent en disant « mais tu as lu ça, qu'est-ce que t'en penses, le dernier ci, le dernier ça, etc. » Et donc quand notre narrateur, notre personnage se retrouve chez elle, il voit donc tous ses livres, toutes ses dédicaces, et il a envie de plonger dedans, parce qu'elle a les livres de ce qu'on appelait la Cosmo, qui doit toujours exister chez Stock, qui était la collection rose. Donc il y a Carson McCullers, il y a Raymond Carver, il y a une sorte de boulimie. Ce jeune auteur, il a envie de découvrir tout ça qu'il ne connaît pas. Il y a du jour, tu ne connais pas, comment ça se fait? Tu ne connais pas, il faut que tu lises ça. Donc elle lui dit, est-ce que tu as lu Mes amis d'Emmanuel Boff? Est-ce que tu as lu? Et lui, non. Alors, donc, il a 20 ans, c'est un jeune homme de 20 ans. Et lorsque Saïd, cet auteur algérien, n'est pas à Tanger, où il s'est exilé parce qu'il ne peut plus rester en Algérie à cause des menaces du fils et notamment contre ses enfants, il est chez elle. Et là, c'est pareil. Lui, il est très démoralisé par ce qui se passe en Algérie. Et en même temps, ce qu'il dit à Fosco, c'est la seule voie de salut, c'est la littérature. Alors, c'est le milieu de l'édition, bien évidemment. Donc c'est aussi un personnage qui n'est pas au premier plan, mais qui est quand même important, qui est Charles Follet. L'éditeur, oui. L'éditeur, Jean Foscolani, a un rendez-vous avec lui. Il dit avec lui, les entretiens sont toujours très courts. Enfin, c'est assez. Et oui, il est très laconique. On l'appelle le Sphinx. On l'appelle le Sphinx. Ouais, le personnage de l'éditeur aussi. Oui, alors j'allais dire, c'est un éditeur à l'ancienne. Alors, dans l'Express, Marianne Payot a sorti les clés, et elle avait raison d'ailleurs. Elle a reconnu cet éditeur qui était un monstre sacré de l'édition des années 80-90, qui s'appelait Claude Durand, qui était le PDG des éditions Fayard. Et lorsque vous entriez dans son bureau, c'était un grand bureau, et il était sur son fauteuil comme un empereur sur un champ de bataille, là, comme ça, et il avait au-dessus de lui tous les prix Nobel qu'il publiait. Il avait les poètes, les taulards, les mauvais garçons, les ministres, etc. Il avait lui-même traduit avec sa femme 100 ans de solitude. Il était l'agent mondial de Solzhenitsyn. Et il vous recevait. Et il avait votre manuscrit sur son bureau. Et il tirait les feuilles un peu comme on tire un garnement par les oreilles, comme ça. Et puis, il disait, bon, alors, vous êtes un écrivain, mais vous n'avez encore rien écrit. Donc, il y avait quand même le compliment, vous êtes un écrivain, mais vous n'avez rien écrit. Alors, la deuxième partie de la phrase était quand même plus dure. Et donc, mais il vous encourageait, c'était une sorte d'instituteur supérieur, il mettait des ponctuations partout. Donc, il y avait toujours une petite écriture qui se faufilait comme ça entre les lignes. D'ailleurs, un jour, il m'a dit, mettez un écart plus grand entre vos lignes, que je puisse me... et ça a duré 3 ans pour le premier roman. Bon, à chaque fois, il m'encourageait, mais c'était pas ça encore. Bon. Et il avait raison. Moi, je savais pas écrire un roman. Et donc, c'est ça que j'ai voulu toucher du doigt, ce ressenti d'avoir face à vous quelqu'un qui a traduit Garcia Marquez, qui édite Solzhenitsyn, il s'intéresse à vous. Il dit, ouais, vous êtes un écrivain. Bon, pour le moment, c'est nul. Ben, enfin, il dit pas ça, mais vous allez voir. Et donc, pour moi, Charles Follet, Clara et Saïd sont les 3 fées qui se penchent sur le berceau de l'auteur, donc de ce que j'étais, c'est-à-dire pas grand-chose comme écrivain, même rien du tout, mais ils voient quelque chose que moi-même je ne vois pas. C'est l'intérêt du c'est capacité à te saisir. Voilà, et moi j'ai envie, mais je ne sais pas, après tout, je me dis, je suis peut-être juste un journaliste, et très bien, mais simplement, il me semble que j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas encore comment les dire. Et alors, pour répondre encore en boucle à votre question de tout à l'heure, c'est que le temps ayant passé,
il est vrai que Des gens sensibles, c'est mon 16e roman. Alors, je me dis que le temps passe. Mais il n'y a pas un roman que j'ai publié depuis leur mort à l'un et à l'autre, puisque je les ai enterrés chacun à 6 mois d'intervalle. Donc j'étais orphelin d'une histoire, d'une certaine manière, et aussi de cette espèce de folie qui s'emparait d'eux et qu'ils me donnaient comme un cadeau. Il n'y a pas une fois où j'ai porté mon manuscrit à mes nouveaux éditeurs, chez Gallimard, où je me suis demandé qu'est-ce qu'elle aurait pensé, qu'est-ce qu'elle aurait dit. Est-ce qu'elle m'aurait dit photo, c'est bien, mais quand même. Ou alors, est-ce qu'elle aurait pensé, juste dans son regard, sans rien dire, que je m'étais un peu trahi ou que j'avais cédé à une facilité, j'en sais rien. Alors, mes éditeurs que j'ai depuis maintenant 30 ans, c'est des éditeurs très exigeants, avec qui j'ai une très bonne relation. Mais il m'a toujours manqué, depuis, voilà, ce regard, parce que c'était un regard qui ne trompait pas. C'est-à-dire qu'elle ne cherchait pas à me faire plaisir. Et moi, quand j'avais 20 ans, enfin, en l'occurrence, je n'avais pas 20 ans quand on s'est connus, mais quand je publiais ce roman dont elle s'est occupée, j'avais des doutes. Je me disais, bon, mais est-ce que vraiment je suis un écrivain? Et donc, elle farfouillait dans son sac, elle sortait mon manuscrit, elle avait souligné, entouré des phrases, elle me dit ça. C'est bien toi qui as écrit ça. Je dis oui, bah alors ça c'est un écrivain. Voilà. Bah, évidemment, alors après, quand le champagne, etc., bon, elle picolait un peu trop, donc ça se passait, ça dégénérait un peu. Mais à la fin, il y avait toujours ces moments où elle écrivait des petits billets qu'elle me mettait au fond des poches, où elle disait un jour tu auras ci, un jour tu feras ça, etc. Et j'ai gardé ces papiers. Je ne l'ai jamais entendu prononcer mon prénom, donc c'est toujours Clara dont il s'agit. Juste le diminutif de mon nom qu'elle avait d'emblée adopté. Sauf quand elle abordait un critique, son sourire en éperon, étendard au vent. Alors elle déployait mon patronyme en grand apparat, qu'elle jetait à la figure de l'ignorant. Retenez bien, il s'appelle Jean Foscolani. Je ne jouais pas toujours le jeu, je me tenais en retrait et parfois même je lui posais des lapins, gêné qu'elle importune ces gens qui finiraient bien par me lire, s'ils en avaient envie. Je n'allais pas les forcer. Clara dissimulait sa déception, mais sitôt que je réapparaissais, elle me répétait « Tu n'as pas de temps à perdre, ils me sont reconnaissants de les guider vers des nouveaux talents et crois-moi, ils me font confiance. » Le temps était son obsession. Je n'avais pas saisi qu'il était son ennemi. À mon retour de Royan, elle m'entraîna dans sa frénésie de rencontres, des cocktails sans fin, des remises de prix dont elle était secrétaire ou autre chose d'indispensable, le prix des 4 jurys, des 5 continents, des hémisphères, le prix Méditerranée, le prix Rachid Mimouni. Ils étaient les arènes de ces combats, des causes qu'elle défendait avec ardeur, poussant ces damnés de la terre pour leur faire obtenir une reconnaissance sonnante et trébuchante, des bourses, des chroniques, des croisières tout frais payées, des accueils en résidence d'auteur, loin des dangers dont ils étaient menacés. Saïd, elle se le gardait au chaud, pour ses angoisses qui n'avaient pas de prix. Et oui, alors ça c'est une dimension de cette attachée de presse. Elle était vraiment très, protectrice pour des auteurs qui venaient beaucoup des pays du tiers-monde, beaucoup d'Afrique du Nord, du Vietnam, etc. Et ceux-là, elle essayait de les pousser partout. Et en effet, quand elle faisait en sorte qu'ils bénéficient d'une résidence d'auteur, elle savait que pendant 2 mois, ils seraient tranquilles, qu'ils mangeraient, qu'ils pourraient écrire sans avoir peur d'être embêtés, d'être même agressés, etc. Donc il y avait cette générosité très forte qui évidemment frappe beaucoup le personnage. Même là encore, je répète que c'est un roman non pas pour me cacher, parce que pour moi le roman est toujours au contraire déployer l'imaginaire et faire en sorte que la réalité soit plus grande. Mais il y avait cette générosité qu'elle trouvait quand elle pensait qu'un auteur valait la peine d'être connu. Et moi j'ai un souvenir très personnel, donc quand j'ai publié ce premier roman dont elle s'est occupée, un jour, elle me dit, viens au Saint-James, c'était un cocktail dans le 16e arrondissement où je ne mettais jamais les pieds. Et là, je vois toute une société, donc des cocktails, des gens comme ça, où il y a sûrement beaucoup d'hypocrisie, en même temps, des codes que je n'avais pas. Et je me souviens qu'elle avait abordé, mais comme un pirate, un homme qui était une belle stature, des beaux cheveux blancs, etc. Et je comprends qu'il s'agissait d'André Brincourt, qui était un des grands critiques du Figaro littéraire. Et elle va le voir, comme ça, moi j'étais derrière, et puis je me suis tenu derrière, j'avais presque envie de me partir en courant. Elle lui dit « André, vous n'avez pas encore lu le roman de… »
Et lui dit, oh Chantal, non, j'ai pas. Mais promettez-moi, André, demain je vous renvoie des épreuves et vous les lisez. Alors moi je me disais, mais c'est pas possible. Eh bien, 3 semaines après, elle m'appelle à 7h moins le quart du matin, c'était avant 7h, elle faisait exprès. Et elle me dit, Photo, est-ce que tu as acheté le Figaro? Je dis, comment veux-tu que j'aille acheter le Figaro à 7h moins le quart? Ah, mais va voir. Et en effet, il y avait une magnifique chronique d'André Brincourt sur ce roman. Et les 2 premières phrases, il disait je présente d'abord mes excuses à l'auteur pour avoir tant tardé, mais la vraie littérature a tout le temps devant elle. Alors moi, je m'étais dit... Donc là, et ça s'appelait Éric Fotorino, l'enfant de la nuit. Et donc cet homme qui était jury du Renaudot, et il avait beaucoup aimé le livre, mais vraiment sincèrement. Mais Chantal l'avait un peu, elle s'appelait Chantal dans la vie, elle l'avait un peu fouetté en disant André, dépêchez-vous quand même, il y a un nouveau talent, il faut quand même le voir. Et donc, si vous voulez, on parle jamais des attachés de presse. En général, le mérite d'un auteur, il dit c'est moi qui. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça qui croit tellement fort, et elle ne faisait pas ça à tous les auteurs, évidemment. Donc, les critiques avaient confiance en elle. Et régulièrement, au mois de juillet, elle avait déjà tout lu, la rentrée. Donc, il l'appelait. Il disait, bon, alors, qu'est-ce que tu penses de... Non, ça, c'est vraiment... Mais en revanche, vous devriez regarder ça. Et voilà, donc c'était quand même étonnant. Moi, je l'ai reconnu parce qu'à l'époque, je travaillais à Ex Libris, il y a longtemps, et en effet, j'étais du côté journalisme. Vous l'avez connue, Oui, oui, bien évidemment. Oui. En effet, je me rappelle très bien d'elle, parce qu'on avait des échanges. Voilà, c'est juste. Mais en effet, Chantal, bon, c'est la confirmation. Mais oui, alors, j'aimerais qu'on parle de... Oui, pourquoi le choix de la première personne, c'était évident pour vous? Enfin, oui, parce que je ne sais plus si c'est Shakespeare qui disait « Donnez-moi un masque et je vous dirai la vérité ». Voilà, pour moi, le jeu était plus viscéral. J'avais pas besoin de prendre une distance à ce niveau-là. Beaucoup de mes livres sont écrits à la 3e personne, mais là, le jeu, c'était presque ce que je leur devais à Clara et à Saïd d'écrire un roman qui serait notre roman et qui ne liront pas, mais d'une certaine manière, qui était une sorte de payer une dette à un souvenir. Voilà, payer une dette à un souvenir, et donc il fallait pas que ce soit il qui paye la dette, mais que ce soit moi, que ce soit je. Vous êtes en train d'écouter une rencontre avec Éric Fotorino autour de son roman Des gens sensibles, publié aux éditions Gallimard, à la librairie Ombre Blanche le 3 avril 2025. C'est vrai qu'il y a des scènes absolument, et des scènes comiques aussi. Enfin, vous voyez, quand elle appelle, vous partez, enfin, pas de vous, enfin, le narrateur part à Royan retrouver sa maman qu'il n'a pas vue depuis un certain temps. Et bon, comme il n'y a pas les portables, parce ça c'est important, on est le monde d'avant. En 94, 95, oui, il y a 30 ans. Le monde d'avant les portables et des mails, hein, vous l'écrivez. et en fait... La vie était plus lente. Quand on attendait un courrier, on attendait un courrier, un coup de téléphone, si ça sonnait occupé, il y avait des répondeurs. Mais... Je pense qu'aussi ça jouait aussi dans les rapports humains au sein du milieu littéraire, de l'édition, parce qu'il y avait beaucoup plus de rencontres physiques. Oui, de rencontres physiques. Mais c'est vrai que, il y a... Oui, bien sûr. La preuve, quand je vois cette assemblée incroyable, je me dis heureusement que plus le monde se dématérialise, plus on a besoin de partager aussi des moments ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce texte, j'ai eu envie de rendre à la fois très palpable l'intensité des relations entre ces trois-là. Et puis, évidemment, le drame qui, au fur et à mesure... c'est un roman qui devient de plus en plus noir d'une certaine manière, puisqu'on va vers la mort. Mais disons que pour moi, ce roman, c'était des scènes que je voulais que... J'explique rien, je raconte. Et il y a 2 ou 3 choses qui me paraissent très importantes. C'est qu'en effet, lorsque Saïd s'installait chez Clara à Paris, dans son appartement parisien, en bas, il y avait 10 policiers. Et il ne pouvait pas faire un pas, parce qu'il était menacé d'être assassiné. Donc le modèle de cet écrivain Saïd, que j'ai bien connu, donc s'appelait Rachid Mimouni, et Rachid avait écrit des livres magnifiques, notamment Le fleuve détourné, qui est un des plus beaux livres sur comment finalement le peuple s'est fait voler
son histoire. Le peuple algérien s'est fait voler son histoire. Donc évidemment, et le FLN, et l'armée, et les islamistes lui en voulaient, et voulaient le tuer. Mais comme, si vous avez lu Houri de Kamel Daoud, ça a été cette décennie noire. Et d'ailleurs, Kamel m'a dit, tu sais, Rachid Mimouni, ça a été mon modèle. Boualem Sansal m'avait dit que c'était Rachid Mimouni qui lui avait dit qu'il fallait qu'il écrive, alors qu'il était ingénieur dans les pétroles, etc. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passait? Moi, j'avais une vieille Ford Escort, un peu pourrie, mais j'avais l'avantage d'avoir cette voiture. Et donc, tous les deux, Clara, Saïd, vers minuit, certains soirs, disaient aux policiers qu'ils allaient juste acheter des clopes. Moi, j'étais là avec ma voiture. Ils montaient en voiture et on partait. Et on faussait compagnie au GIGN. C'était pas n'importe quoi. Et donc, il y a des scènes que je raconte qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que, d'abord, moi qui bois très peu, on passait quand même la moitié de la nuit au Rosebud, chez Dominique, où il nous faisait goûter les nouveaux cocktails. C'était toujours avec des alcools incroyables. Donc moi, je disais non, mais moi, je conduis. Mais enfin, je buvais quand même un peu. Et eux buvaient beaucoup. Et là, c'était joyeux, on refaisait le monde, l'Algérie n'était plus en guerre, la littérature était que pour les grands écrivains et pas pour les fausses valeurs. Enfin bon, tout d'un coup, le monde était refait toutes les nuits. Et puis, je raconte qu'une nuit, vers 4h du matin, on finit par être viré du Rosebud. Clara dit à Saïd... Saïd dit... oh non, on va pas rentrer. Et Clara lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux voir la mer. Et donc, nous voilà partis à Honfleur. On est partis en Normandie. Et donc, le jour se lève. Voilà, avec la Ford Escort. Et les flics, évidemment, sont... Bon, après, on a su que quand même, il y avait eu une voiture banalisée qui nous avait suivis. Mais discrètement. Après, il y a à un moment donné une scène qui est, je trouve, assez forte. C'est qu'à un moment donné, Saïd, donc ils font une signature justement du côté de Royan, de Bordeaux, puis ils vont à Royan, chez la mère du narrateur. Tout ça est inventé, mais peu importe, c'est ça qui est la magie du roman. Et ces gars du GIGN sont dans le jardin de la mère est effarée parce qu'elle voit que tous ces bosquets, tous ces trucs sont comme s'il y avait des touristes qui allaient sortir de là, donc tout ça est... Et à un moment donné, Saïd demande aux gars des GIGN s'ils peuvent voir leurs armes. Et là où il y avait tous les fruits de mer et tout ça, les armes sont déposées et il veut comprendre ces armes et ça. Donc il y a des scènes comme ça qui montrent que la mort, le danger est toujours là. Et puis, évidemment, plus il boit et plus, d'une certaine manière, il se vide, pour pas dire il vomit, tous les noms de ses amis qui ont été assassinés. Et ça devient une sorte de leitmotiv, comme s'il était une sorte de cimetière intériorisé. Il prend soin régulièrement de réciter, comme un chapelet, les noms de tous ses amis. Ça commence par Tahar Djaout, et puis des profs d'université, des journalistes, des amis, des écrivains, etc. Oui, le patron apporta les salades de fruits. Saïd redemanda une bouteille de vin. J'avais à peine touché à mon verre quand lui buvait à grande lampée comme s'il était pressé de s'abandonner. Des cernes mauves avaient poussé sous ses yeux. Il les ferma à moitié et me récita le nom de ses morts. Son ami, le mathématicien poète Tahar Djaout, qui peu de temps avant son assassinat avait dit « Le silence, c'est la mort, et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors écris et meurs. » Abdelkader Aloula, le plus grand dramaturge du pays, et Mustapha Bekouche, et Rabat Stambouli, et des dizaines et des centaines d'autres. La liste n'en finissait pas de professeurs, de journalistes, d'avocats, de chanteurs, de médecins, de pédiatres, de sociologues, d'économistes assassinés. Malgré les effets de l'alcool, Saïd savait avec précision leur nom, la date et le lieu de leur mort, devant chez eux, à la table d'une pizzeria, jusque dans les cimetières où certains se recueillaient sur la tombe d'une mère ou d'un frère. Il connaissait le mode opératoire, couteau, balle, explosif, tête coupée, déposé au domicile de la victime. À chaque nouvel attentat, à chaque meurtre perpétré au nom d'Allah, Saïd accueillait ses martyrs dans sa mémoire sans fond. Quand il en eut provisoirement terminé, il ne restait plus une goutte de boulawan. Et oui, c'est le versant, j'allais dire, dramatique de cette histoire. C'est que à la fois il y a des choses drôles et légères et pétillantes comme le champagne de Clara, et puis tout d'un coup il y a cette espèce de mort qui plombe, pas la sienne, pas encore, mais
d'une certaine manière, moi j'ai toujours dit ils ne l'ont pas tué, mais il en est mort parce qu'il était désespéré. Et c'est un homme désespéré parce qu'il comprend qu'il ne reverra plus son pays, que son pays est en train de se vider justement de tous ces intellectuels, de tous ces gens qui portent la lumière et qui tombent dans une sorte d'obscurité. Il faut rappeler, et Kamel Daoud l'a dit, 200 000 morts. Donc évidemment, et ils sont surtout parmi ces gens qui justement refusent l'obscurantisme de l'Algérie. Donc effectivement, ce qui est très curieux pour moi, du coup je suis beaucoup invité pour ce livre, mais aussi parce que Boualem Sansal est en prison, c'est de voir que c'est un peu comme Nietzsche, vous savez, l'éternel retour, c'est-à-dire un mal qui n'a pas été guéri, vous êtes condamné à le revivre autrement, avec d'autres visages, sous d'autres formes. Bien, ce qui n'a pas été guéri dans ces années de plomb revient aujourd'hui avec d'autres visages. C'est plus Hachim Mimouni, c'est Kamel Daoud ou c'est Boualem Sansal. Peut-être demain, ça en sera d'autres. C'est vrai qu'il y a à la fois un livre aussi sur laisser des traces aussi sur la mémoire, oui. Parce que c'était aussi une époque où on se prenait peut-être, je sais pas, vous le dites, vous l'écrivez, je crois, à un moment, on se prenait moins en photo. Enfin, il y a des choses de cet ordre-là. Enfin, oui, d'ailleurs, Clara n'a jamais voulu se faire prendre voilà, en photo. La littérature est là justement pour. Voilà, à un moment donné, vous dites que Clara était la preuve que la littérature existait, qu'elle était. Oui. Alors, ce qui était curieux, c'est que cette femme, son grand-père était un grand peintre. Qui peignait au moment de Picasso, les contemporains de Picasso, et donc quand on allait dans son appartement, il y avait de très très beaux tableaux de son grand-père. Et le narrateur découvre à un moment donné un tableau qui n'est pas accroché, mais il est juste comme ça contre le mur, et même un autre jour, il voit qu'elle l'a retourné. Donc il voit, c'est un visage d'enfant d'une petite fille très espiègle avec une tête de chat, et en fait c'est elle. Et évidemment, c'est l'inverse du portrait de Dorian Gray, quoi. C'est que c'est son visage à elle qui s'est complètement défait à cause du manque de sommeil, de l'alcool, de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'elle refusait qu'on la prenne en photo. Moi, je n'ai jamais eu de photo d'elle. Et donc, c'est une époque où effectivement, comment dire, ce que j'ai voulu resituer et restituer, c'était de se dire, ce qui comptait d'abord, c'était les livres, et qu'est-ce qu'elle allait inventer pour que les auteurs auxquels elle croyait puissent trouver la lumière. Elle ne voulait pas de lumière. Oui, mais c'est plus que ça, c'est aussi un hommage à l'écriture aussi, parce que peut-être la vraie vie, elle est, quand on écrit, je sais pas, enfin, peut-être bien que j'extrapole, mais quand on écrit des livres, finalement, elle est là. Alors, bien sûr. Oui. Pour ce qui me concerne, je l'ai peut-être déjà dit ici pour d'autres livres, mais que c'est vrai que pour ce qui me concerne, j'ai le sentiment que je comprends vraiment ma vie une fois que j'ai écrit des choses. Tant que j'ai pas écrit, c'est comme si c'était un brouillon qui avait quelque chose qui est irrésolu. Et là, à travers ce texte, évidemment, j'ai mis au propre ce qu'a été pour moi cette frénésie de la littérature. Pourquoi c'est devenu à un moment donné si important, alors qu'au départ, je ne savais pas que ça deviendrait une telle servitude, j'allais dire, parce que écrire, c'est quand même d'abord s'enfermer, c'est faire autre chose que pédaler, que se promener, que vivre. Voilà. Mais c'est vivre aussi. Et là, au moment où ce texte commence, ce jeune homme, c'est pour ça que j'ai demandé à Gallimard de mettre ce bandeau avec ce plongeur, c'est le moment où il va plonger, il va sauter dans le vide. Et il ne sait pas si c'est bleu, justement. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté vertigineux. Et pour ce qui me concerne, je me souviens très bien que quand j'ai publié mon premier roman, dont ne s'est pas occupée Clara, j'avais quand même l'idée que peut-être ce serait aussi le dernier, que j'aurais écrit ce que j'avais à écrire et que je retournerais au journalisme. Et c'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées. Ça a été pour vous après assez évident, c'était disons que ce qui était une envie était devenu un besoin. C'est-à-dire au départ c'était une tentation, une curiosité, une excitation aussi, la littérature. Et d'ailleurs, il y a une scène que je décris dans ce livre qui est je l'ai rajoutée pareil. Alors je coupe beaucoup dans mes manuscrits, mais quelquefois je me dis il me manque quelque chose. C'est une phrase, hein. Et là c'est 5 lignes. Mais je rajoute simplement que le héros, toute sa vie d'écrivain, à chaque fois qu'il aura terminé un livre, il ne va pas l'envoyer par Internet à son éditeur, il va l'imprimer, le mettre dans une enveloppe, le lui apporter
Et toujours les 200, 300 derniers mètres, avant d'arriver à la maison d'édition, il se met à courir. Comme s'il y avait une urgence. Et moi, quand on me dit quelquefois, ah oui, tu es journaliste, donc il y a le chaud et le froid. Le chaud, c'est l'actualité, le froid, c'est la littérature. J'ai tendance à dire que c'est l'inverse. Pour moi, l'urgence, c'est la littérature. Et le journalisme, c'est pas urgent pour moi. C'est d'écrire ses romans. Ça, oui, c'est une urgence. Vous dites à un moment, en parlant de Saïd, je crois, de Clara et de Saïd, il m'apprenait à avoir la foi en l'écriture, enfin la foi. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la religion, mais c'est vrai que ce qu'on arrive à parler de traces tout à l'heure, ce qu'on arrive à déposer dans un texte, si ça correspond vraiment à ce qu'on ressent profondément, autrement dit, s'il y a une sincérité, c'est comme des mots gravés dans le marbre. Voilà, c'est là, et ça ne peut plus bouger. Moi, je sais que dans certains de mes livres, il y a mes morts, il y a des fantômes. Je sais que si je ouvre certains livres à certaines pages, je sais que je peux les retrouver. C'est pareil pour eux. J'en ai parlé un petit peu au début, il y a une dimension aussi qui est là, qui est celle de la recherche un peu du père, des origines. Oui. Page 29, quand je pense à cette époque de ma vie, je mesure combien j'étais ignorant de tout. Ma mère m'avait élevé seule. De mon père, je savais qu'il était d'Afrique du Nord et qu'il avait disparu. Rien d'autre. Dans un reportage télévisé en noir et blanc, j'avais entendu parler de Ben Barka et de son enlèvement devant la brasserie Lip. Le jour où j'avais prononcé son nom, ma mère s'était mise à pleurer. Je ne l'avais plus évoqué, mais le doute avait grandi en moi. Étais-je le fils naturel de cet opposant au roi liquidé par ses affidés avec l'aide de la police française? Livré au secret de mes origines, mon esprit avait sombré dans la confusion. Oui, alors vous savez, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire quand vous ne savez pas vraiment d'où vous venez, parce que vous pouvez tout imaginer. Et donc, pour moi, c'était la grande confusion, parce que quand j'étais enfant, d'abord, je ne savais rien. Après, il y avait la Tunisie de mon père adoptif, le Maroc plus tard de mon père, mais tout ça, j'en savais rien. Et donc, je me suis amusé là plutôt, parce que c'est pas disons que c'est un point mineur du roman. C'est pour ça que je l'ai pas évoqué. Par rapport à d'autres romans que j'ai écrits vraiment frontalement là-dessus, évidemment, Question à mon père, L'homme qui m'aimait tout bas, Le marcheur de fête. Là, non, mais je joue avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce jeune auteur, il a un doute sur ses origines, son identité. Il sait que l'Afrique du Nord est importante. Et il voit que sa mère, il y a quelques détails. Quand il vient chez sa mère avec Saïd, sa mère, elle est complètement... et donc, elle reconnaît en Saïd quelqu'un. Alors, il se dit tout d'un coup, est-ce que c'est mon père? Est-ce qu'il ressemble à mon père? Et puis, il y a ce truc assez drôle, c'est qu'en effet, il confond Ben Bella, Ben Barka, Bourguiba, voilà, tout ça. C'est une joyeuse salade parce que il n'a pas de... Voilà, il a pas de point de repère très fixe. En revanche, c'est vrai que le jour où Clara lui donne rendez-vous pour déjeuner chez Lip, à la brasserie Lip, parce que Saïd arrive de l'aéroport et ils se rejoignent là, il se souvient que sa mère détestait la brasserie Lip, comme s'il y avait un mauvais souvenir attaché à ça. Donc c'est là qu'il commence, qui dit « Ah oui, Ben Barka, il a été enlevé là, etc. » Et donc il se fait un film, tout simplement, de se dire « Mais peut-être que mon père avait un lien avec Ben Barka. » Voilà. Donc, mais ça, j'aime beaucoup ce genre de confusion, de malentendu, parce que c'est aussi dans ces interstices-là, dans ces espaces-là, que l'imaginaire peut galoper. Vous écrivez les mensonges et les secrets de famille ne font pas bon ménage avec l'histoire. Ah ben non, c'est sûr. Là, la confusion était totale. Ouais. Et après, c'est à la fois un livre en effet qui est drôle, qui est nostalgique, mais au bon sens du terme, j'ai envie de dire, et qui aussi fait traverser aussi des épreuves et un côté tragique avec justement ces événements d'Algérie. Il y a ce mélange justement des deux. Peut-être même sûrement, va-t-on vous passer la parole pour des questions, des remarques ou des réflexions destinées à Éric Fotorino? Je ne connais pas tous vos romans, mais je viens de relire 17 ans, que j'avais déjà lu, et qui parle vraiment de ça, de vos deux papas, de votre maman. Et donc du coup, est-ce que tous vos romans s'inspirent fortement de votre vie personnelle? Ou est-ce que c'est, j'en ai lu d'autres, c'était oui. Tous. Alors beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a au total 7 qui se tiennent vraiment par la main. Rochelle, je peux les énumérer, Rochelle, Korsakov, L'homme qui m'aimait tout bas, Question à mon père, Le marcheur de Fès, 17 ans, et Mon enfant, ma sœur.
Ça en fait 7 et j'en ai écrit 16. Voilà, donc il y en a 9. Par exemple, Mohican sur le monde paysan, ou Nord-Est sur un marchand d'enfants au Brésil, ou Cœur d'Afrique sur un reporter en Afrique. Territoire fragile, Chevrotine, tout ça, c'est pas vraiment cette histoire-là. Mais alors moi, je suis pas l'exégète de mon œuvre évidemment, mais j'ai vu quelquefois des études, même universitaires, faites sur mon travail. Et c'est vrai que même quand je ne suis pas dans des romans qui sont frontalement sur mon histoire, il y a souvent un père et un fils, il y a souvent l'abandon, l'adoption, l'identité qui se promènent. Voilà. Mais disons en thème mineur, alors que dans ces 7 livres, là c'est vraiment en thème majeur. Mais voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut lire tous les livres séparément, c'est-à-dire qu'on peut prendre dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Rochelle, qui est paru en 1991, pour comprendre un roman plus récent. Si on revient au titre, Je monte des gens sensibles, vous l'avez eu très vite ou ça a Tout été... de suite. Ouais. Non, non, là, quelquefois les titres, c'est difficile. Enfin, je veux dire par là, quelquefois je trouve le titre en lisant mon texte. Alors après, bon, chaque livre a son histoire, mais le plus souvent, j'ai ce qu'on appelle un titre de travail. Par exemple, pour un livre qui s'appelle Caresse de rouge, au début, il s'appelait Monsieur Papa, Monsieur Maman, mais je ne voulais pas l'appeler Monsieur Maman pour plein de raisons. Mais pour moi, c'était intéressant d'avoir ça en tête parce que ça disait quelque chose. Mais après, un titre, il ne doit pas être trop explicite de mon point de vue. Et donc, mais des gens sensibles, ça s'est imposé. Ouais. Je trouvais que ce trio, il avait une caractéristique qui les réunissait, c'est qu'ils étaient presque trop sensibles. Je pense que s'ils avaient été plus armés, il y a un mot pour dire ça, pas rembourré, mais voilà, s'ils avaient la peau plus épaisse, peut-être qu'ils n'auraient pas vécu aussi difficilement ce qui arrivait. La question que je voulais vous poser, c'est, bon, vous êtes un journaliste connu, que j'ai l'occasion de voir des fois à la télévision, tout ça, mais je connaissais moins l'écrivain. Et donc, vous évoluez en fait dans 2 mondes différents, le monde de la littérature, de l'écriture et du journalisme. Ce sont 2 domaines qui sont très prenants, très prégnants, dans lesquels on doit s'investir beaucoup. Et comment vous arrivez à passer d'un domaine à l'autre, du domaine de l'écriture à celui de la télévision ou du journalisme ou de directeur d'un journal? Parce que ça ne doit pas être évident. Est-ce que des fois même l'actualité vous perturbe dans votre travail d'écrivaine, d'écriture? Ou alors est-ce que ça peut être un moyen pour vous de vous inspirer pour vos histoires, vos romans que vous écrivez? Alors oui, c'est une question que j'allais dire que je me suis posée au tout début, mais que je me pose plus aujourd'hui parce que j'ai presque métabolisé cette espèce de partage des encres, comme il y a un partage des eaux, entre ce qui est vraiment mon métier de journaliste et ce qui est, j'allais dire, ma passion littéraire. C'est pas tout à fait exactement la même chose, même si ça me passionne de faire du journalisme. Mais disons que j'ai un métier qui est d'être un journaliste. L'écriture, je me sens pas écrivain professionnel. Au sens, je dis pas c'est mon métier d'écrire. C'est plus que ça, d'une certaine manière. C'est quelque chose, c'est un état. Et donc, si vous voulez, la question du comment, à partir du moment où j'ai accepté l'idée que j'étais d'abord un écrivain, qui a un métier qui est journaliste, ça a peut-être remis les choses à l'endroit. C'est-à-dire que je ne me pose jamais la question du comment. Je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai besoin d'écrire alors que j'écris partout, qu'on m'entend, qu'on me lit, etc. Pourquoi? Alors, effectivement, votre question, elle est importante parce qu'elle ramène aux sources de l'écriture. Pourquoi, alors que j'étais reporter au Monde, que j'écrivais de très longs reportages en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, que j'aurais pu remplir toutes les colonnes du monde, mais ça n'aurait pas comblé le besoin que j'avais de comprendre ma vie. Et donc, à partir du moment où le pourquoi est résolu, il n'y a plus de comment. Je le fais. Le matin, le soir, dans un train, comme aujourd'hui, il n'y a aucun problème. J'écris. Après, évidemment, comme tout un chacun qui a plusieurs activités dans sa vie, il essaye de les faire coïncider. Mais pour moi, ce qui est certain, c'est que le cœur de ma vie, c'est d'écrire mes romans.
Et à partir de là, c'est simple. Après, c'est une question d'organisation, de réveil qui sonne, de tout ça. Mais de temps, en fait, plus le temps passe, parce qu'évidemment, j'ai plus la même perception du temps, là encore, c'est l'histoire des gens sensibles, quand j'avais 30 ans, 40 ans, que maintenant que j'en ai bientôt 65. Donc je sais que le temps est compté, plus. Et donc pour moi, je suis beaucoup plus enclin à refuser des choses que j'acceptais un peu toujours comme si j'avais eu l'éternité devant moi. Maintenant, je fais attention quand on me dit il faut partir 2 jours ici. Je dis mais 2 jours, c'est beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est vraiment ça en vaut la peine? Vous voyez, ça vaut la peine pour moi de venir vous voir ici. Il y a d'autres rendez-vous, je suis moins sûr. Et donc, je dis à l'éditeur non, ça me fatigue et puis j'ai mieux à faire. Voilà. Donc vous faites des arbitrages du temps. Mais après, ça ne veut pas dire pour autant, si j'étais pas venu aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas écrit non plus. Mais ce qui est certain, c'est que l'écriture, pour moi, elle est l'air que je respire. Je me souviens d'une année pour le concours des lycéens, donc j'étais allé dans des classes. Et une jeune fille, enfin une jeune élève de terminale m'avait dit « Est-ce que vous aimez écrire ?» Alors j'avais trouvé ça marrant, parce que je ne suis pas sûr d'aimer écrire. C'est ça qui est intéressant dans la question. Mais je lui avais dit « Mais est-ce que tu aimes respirer ?» Donc effectivement, on déplace le sujet. Encore une fois, je ne suis pas sûr d'aimer écrire, au sens avoir plaisir à écrire, je ne suis pas sûr. Mais en revanche, je suis sûr que j'ai besoin d'écrire. Et ce qui évidemment change tout. Parce que si vous aimez écrire, bah, vous êtes frustré si vous n'écrivez pas. Mais bon, vous êtes frustré. Mais si vous avez besoin d'écrire, ça veut dire que vous mourrez si vous n'écrivez pas. Alors évidemment, je ne vais pas mourir. Mais il y a quelque chose en vous d'essentiel qui va mourir. Et moi, je n'ai pas envie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de ne pas tout comprendre de ma vie pour continuer à chercher. J'aurais qu'une chose à vous dire, simplement. Comme dit le latin, scripta manent, verba volant. Ah oui. Donc c'est tout à fait votre cas. Voilà. Et oui, il faut que les mots restent, que ceux qui sont écrits, et que les mots qu'on a dit s'envolent. Même si l'oralité est quelque chose d'important pour moi, pour ceux ou celles qui ont lu mon précédent texte qui s'appelle Mon enfant, ma sœur, donc qui est un long poème. C'est un texte que j'ai eu beaucoup d'émotions à avoir lu à haute voix, à la fois pour écouter lire, donc comédien de la Comédie Française, comme d'ailleurs ce livre-là, mais surtout sur des scènes. Et quand les mots que vous avez écrits tout d'un coup sont portés par une voix, j'ai eu cette expérience encore hier soir dans un théâtre en Mayenne, là d'où je reviens, à côté de Laval, où deux comédiens ont interprété un texte que j'ai écrit sur les migrants qui s'appelle La pêche du jour, qui est un texte assez dur sur un échange sur les migrants. Et tout d'un coup, ce que vous avez écrit dans le silence de votre bureau, ça devient une oralité, un corps qui à un moment donné, une voix. Et il y a 3 ans, c'était Jacques Weber qui avait interprété ce texte au Théâtre du Rond-Point. Et j'avais dit au metteur en scène, qui était Jean-Michel Rive, j'avais dit, mais si ça se trouve, les gens vont partir au bout de 5 minutes, parce que c'était tellement violent pour moi d'entendre ces mots, alors que quand on les lisait, ils étaient violents, mais bon, on les lisait silencieusement. Et donc l'oralité peut donner une dimension aussi qui reste. Donc c'est juste une manière de dire que cette formule latine, je l'aime beaucoup, et en même temps, on peut dire qu'on peut la discuter. Une dernière question avant que nous passions à la dédicace, aux dédicaces. Juste vous préciser que ces rencontres sont enregistrées, vous pouvez les retrouver en podcast, vous pouvez l'écouter sur le site de la librairie Ombre Blanche dans un délai assez court, et également elles sont enregistrées par une radio qui s'appelle Radio qui est une radio toulousaine, et donc vous pouvez aussi les retrouver dans quelques temps. Elles sont mises en podcast donc sur le site de Radio. Je le précise parce que c'est vrai que j'oublie parfois de le dire et c'est important de le souligner. Merci beaucoup Éric Fotorino, donc des gens sensibles, un très beau roman aux éditions Gallimard. Merci Jean-Antoine, merci pour cette conversation. Et on passe tout de suite donc au moment de dédicace. Merci à vous. Le roman d'Éric Fotorino, Des gens sensibles, est publié aux éditions Gallimard. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le jeudi 3 avril 2025 et réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.
Merci.